Au début, je voulais te proposer We Only Find Them. Le souci, c'est que la science-fiction, c'est ton dada, et je suppose qu'à un moment donné, tu vas lire, ou même tu l'as déjà lu. Puis, je me suis dit, pourquoi ne pas lui proposer un titre sur Batman? Mais je crois que t'es un peu fâché avec Batman Silence, ou en tout cas que Batman t'ennuie. C'est alors que j'ai eu l'idée géniale de te proposer le tome 1 de Die, un récit basé sur un univers heroic fantasy, un univers que tu n'affectionnes pas particulièrement, et pourtant bourré de clins d'œil et de références à la pop culture et au cinéma de façon générale. Et puis, selon moi, on ne parle pas assez de Die, et du coup, je souhaitais avoir ton analyse et tes arguments sur ce premier tome. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 4e épisode de Néophyte. Alors pour ceux qui connaissent pas, pour tous les nouveaux venus, c'est ce concept avec le jeu de mots le plus éclaté du PAF, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Le concept, des amis à moi viennent sur la chaîne, m'imposent un comics, je le lis, et après, ils viennent sur la chaîne pour en parler, tout simplement. Et aujourd'hui, on clôture un peu le quatuor, j'ai envie de dire. On a reçu Wayne dans l'épisode 1, Anto dans l'épisode 2, Mills dans l'épisode 3. Il manquait, évidemment, un G-Comics pour l'épisode 4. Salut frérot! Salut frérot, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait ultra plaisir. Ah, mais c'est moi je suis trop content. Je suis vraiment trop content de tous vous avoir sur cette chaîne avec ce concept qui me tient pas mal à cœur. Finalement, c'est ce qu'on fait déjà de notre côté. À chaque fois, on se conseille des lectures. Mais là, il y a le côté imposé, carrément. Ouais, il y a ce côté imposé, et puis moi je suis super content de refaire quelque chose avec toi. C'est vrai qu'on avait fait une très bonne vidéo, on peut le dire, sur Ultimate Spider-Man. On avait un peu tâté le terrain avec le premier podcast dans lequel je t'avais invité. Et puis maintenant, je suis dans le Café Comics, donc que du plaisir, que du plaisir. Totalement, ouais. Ouais, c'est toujours un plaisir de refaire des trucs avec toi. Hein. La preuve, hein, c'est pas forcé. On multiplie les projets, c'est pas pour rien. Ça fit bien et surtout, voilà, tu reconnais les vrais potes quand tu leur parles en dehors des vidéos et c'est le cas. Donc encore une fois, merci d'être là, poto. Merci à toi. Et alors, ce que j'aime avec ce format, c'est que mes invités viennent vraiment avec un titre qui leur correspond. On a eu Wayne qui nous a proposé du gore, on a Anto qui nous a proposé du super-héros, Mills de la science-fiction, et donc toi, G, tu nous as proposé... de l'heroic fantasy avec Die, ouais, tout à fait. Ouais, le premier tome donc de Die Mortal Fantasy. Alors, avant d'aller plus en détail sur ce que j'ai pu penser de ce titre, parce que je rappelle que les invités sur la chaîne, au moment où on record, n'ont aucune idée de ce que j'ai pu penser. On n'en a clairement pas débrief avant. Ça va être la grosse surprise. Et donc, avant ça, première question que j'aime bien poser dans Néophyte, c'est quelle est ta rencontre avec ce titre? Comment est-ce qu'il atterrit dans tes mains, dans ta bibliothèque? Raconte-moi ta rencontre avec Die. Alors, comme tu le sais maintenant un petit peu, je suis un grand mordu d'Heroic Fantasy. D'une part parce que je suis un gros joueur PC console de MMO, etc. Et aussi parce que dans mon adolescence, j'ai pas mal tâté les jeux de rôle papier, avec notamment Warhammer. Donc je fais partie de cette génération qui a pas mal joué aux jeux de rôle. Die, c'est bizarrement une rencontre en librairie avec un format découverte à 10 € qu'aime bien faire Panini de temps en temps, et qui avait d'ailleurs renouvelé ça avec Strange Academy cette année. Et puis je crois, alors je ne sais plus exactement quand, mais je ne sais plus si c'est avant ou après de l'avoir acheté, mais il me semble que j'avais vu le Commis des Comics en parler, et en lisant le synopsis, je me suis dit allez let's go, pourquoi pas, je tente. Mais alors pourquoi est-ce que tu as voulu me la faire rencontrer? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, pour ce concept de néophyte, parmi tous les livres que j'ai lus, c'est celui-là que je vais choisir? Alors j'ai 3 raisons en réalité. Avant de te conseiller celui-ci, j'en ai cherché plein d'autres, et je pense que c'est vraiment celui-ci qui me correspondait le mieux et celui que j'avais le plus envie de te recommander, pour 3 raisons. La première, c'est que je connais ton amour pour la science-fiction et j'avais envie un petit peu de te faire sortir de ta zone de confort. Ça, c'est la première raison.
La deuxième raison, c'est pour ton esprit d'analyse et de critique. J'avais notamment envie de parler, avec toi des thématiques qui sont abordées dans Die, que je trouve incroyables. Et la troisième raison, c'est que je connais ton amour pour le cinéma et pour les séries de façon générale. Et Die, on peut dire que, alors, il souffre ou non des mêmes critiques que je ferais pour la série Stranger Things, de pas mal de fanservice en fin de compte. Plein de petits clins d'œil, plein d'easter eggs, et je suis sûr que ça t'a fait un peu kiffer quand même. Alors du coup, au niveau des dessins, déjà, parce que le scénario, on va avoir beaucoup de choses à en dire, d'accord? Que ce soit l'univers, que ce soit les personnages, que ce soit justement les thématiques, on va avoir beaucoup de choses à en dire. Juste avant, j'aimerais juste revenir un petit peu sur les dessins. Dessin du coup de Stephanie Hans, désolé pour la prononciation, j'espère qu'elle m'en voudra pas, qui nous livre ici des dessins plutôt particuliers. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton côté? Alors, j'ai trouvé que les dessins s'accordaient parfaitement avec l'univers de Die, qui est donc de l'heroic fantasy. Moi, les dessins, je les ai montrés à ma femme, puisque quand j'étais en train de lire Die, à ce moment-là, j'étais à côté d'elle. Et quand elle a jeté un œil, elle a fait waouh, on dirait des peintures, des espèces de tableaux. Et je suis assez d'accord avec ça. Du coup, c'est pas des dessins ultra détaillés comme on peut le voir dans certains comics, mais pour autant, ouais, on est proche de peinture et je trouve ça vraiment sympa. Je trouve qu'elle a un trait plutôt fin, plutôt élégant, on peut le dire, qui colle ouais parfaitement avec cet univers et qui permettent justement de nous livrer certains monstres du bestiaire qu'on peut voir notamment dans le premier tome. Ouais, carrément. Je suis plutôt très d'accord avec ça. C'est un trait élégant, tu l'as dit, et surtout, t'as dit une phrase qui est totalement vraie, c'est que ça colle à l'univers. Et moi, ça m'a fait cet effet de replonger dans un univers que je connais déjà. Je suis pas très heroic fantasy, je suis pas très jeu de rôle, mais par contre, j'ai eu une période où j'étais très jeu de cartes. Et typiquement, ces illustrations, si je les retrouvais sur des cartes de Magic, ça me choquerait, mais pas le moins du monde. Tu vois, ce côté peinture, on peut le retrouver dans un manuel de Game Master pour un jeu de rôle. On peut le retrouver sur des cartes pour du Magic. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté peint qui vraiment te faisait plonger là-dedans. Ouais, Ouais, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. ouais, non mais c'était assez bien le côté vraiment illustration de jeu, plus que vraiment du comics. On était vraiment dans l'illustration de jeu. Ouais. C'est vraiment bien pensé. Et je trouve que c'est vraiment un premier point positif à ce comics qui se démarque de nombreux autres en fait. Par contre, chose que je pourrais reprocher, c'est que j'aurais aimé un vrai changement d'ambiance visuelle entre la réalité et le jeu de rôle. Tu vois, on parle d'illustration pour les jeux de rôle. Peut-être même mettre un autre dessinateur pour la réalité. Tu vois que vraiment on est ce côté tranché, parce que l'illustration correspond totalement à l'heroic fantasy, etc. Mais quand ils sont dans le vrai monde, on n'a pas vraiment cette heroic fantasy. Tu vois, donc j'aurais aimé un truc un peu plus adapté. Ouais, en fait, ça se démarque plus ou moins grâce à la colorisation, mais c'est vrai que sur les dessins, en fait, on n'a pas de démarcation réelle entre le monde réel et le monde du jeu vidéo. Du jeu de rôle, pardon. Ouais, non mais pas de souci. Parce que là, du coup, on en parle comme si vous connaissiez tous. Peut-être que vous ne connaissez pas Dai, comme c'était mon cas juste avant. De quoi est-ce que ça parle, Dai? Grosso modo, un gros résumé, juste histoire de replacer un peu les bases pour repartir dans le scénario un peu plus à l'aise. Eh ben, en gros, c'est 6 adolescents qui vont se lancer dans une partie de jeu de rôle qui a été inventée par l'un d'entre eux, qui vont donc choisir un rôle, un personnage, qui vont être portés dans le jeu, un peu à la Jumanji en fin de compte, et qui vont ressortir 2 ans plus tard. Et quand ils vont sortir, il va manquer un des adolescents et l'un des autres adolescents qui ressort a un bras manquant, je crois. Et donc, on va chercher à savoir ce qui s'est réellement passé pendant ces 2 ans, pourquoi il manque un adolescent, pourquoi l'autre a un bras coupé, etc. Exactement. Et là, tu vas grimacer, mais c'est là que ça pêche pour moi, tu vois. Alors, je vais venir vite fait sur les défauts que j'ai pu trouver à cette histoire.
parce qu'il y a quand même des points positifs, et j'ai envie de les garder pour la fin, j'ai pas envie de laisser sur une mauvaise note, parce qu'il y a des points positifs, notamment les thématiques, on va y revenir. Mais il y a un gros problème. Alors déjà, faut savoir que moi j'ai lu que le tome 1, contrairement à toi, et que ce que je vais dire ne concerne du coup que le tome 1. Mais il y a un vrai problème de caractérisation des personnages. En fait, on a un récit qui prend juste pas son temps. On a un récit qui va nous introduire déjà, en fait, 12 personnages, si je peux me permettre. 6 adolescents, 6 personnages de jeu de rôle. Dans un tome, ça fait beaucoup, d'accord ? Si bien que les 6 personnages, en premier lieu, les 6 adolescents, ben on n'en sait pas grand-chose. Et on a du mal à s'attacher à eux. Et moi, quand ils disparaissent pendant 2 ans et qu'il y en a un qui disparaît, eh ben je m'en fous. En fait, je les connais pas. Tu vois, j'aurais aimé que plus en profondeur on apprenne à comprendre leur amitié, ce qui les lie entre eux. Pourquoi est-ce que y en a une qui va être jusqu'à perdre un membre pour sauver l'un d'eux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on arrive à comprendre les enjeux du récit avant de se plonger là-dedans. Et il y avait ce souci-là. Ensuite, il plonge dans le JDR. Et encore une fois dans le JDR, j'aurais aimé qu'on comprenne un peu plus, même si c'est développé un peu plus par la suite, mais qu'on comprenne un peu plus comment est-ce qu'ils construisent leur personnage, pourquoi est-ce qu'ils se donnent tel défaut, telle qualité au personnage, et ça aurait été un peu plus intéressant. Là, le problème, c'est qu'on a un récit qui nous pose des mystères, et 2 secondes après, il les résout. J'ai même pas le temps de me dire, ah ouais, alors peut-être, et non, c'est déjà résolu. Je te vois un peu grimacer, t'as pas l'air forcément d'accord, ça va ouvrir le débat, c'est parfait, dis-moi tout. Alors en fait oui et non, c'est-à-dire que effectivement toi tu juges le tome 1 et effectivement du coup tu juges pas l'entièreté de l'œuvre et même moi je ne peux pas le faire puisqu'au moment où on parle il n'y a que 3 tomes de sortie et je crois qu'il y a un 4e tome de prévu. C'est vrai que le récit, le scénario en tout cas, se construit à l'envers, au même titre que beaucoup de films coréens le font notamment, c'est-à-dire qu'on a quasiment, du coup, ils sont projetés dans le jeu de rôle, et puis ils reviennent et on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire ce qui s'est un peu passé pendant ces 2 ans. Et on va apprendre à s'attacher aux personnages, mais du coup, version adulte. Comme tu l'as dit, au niveau des adolescents, on en sait très peu, et on en saura très peu, même dans le tome 2 et le tome 3, même si, encore une fois, il y a des backgrounds, des flashbacks, qui permettent notamment de savoir ce qui s'est réellement passé par la suite. Du coup, oui, dans le tome 1, effectivement, c'est très rapide, et tu as totalement raison. Mais pour autant, le scénariste Kieron Gillen essaye d'approfondir ça dans le tome 2 et dans le tome 3. Ouais, alors ça me dérange pas du tout. Justement, ce côté ellipse, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Là, récemment, j'ai parlé de Firepower sur la chaîne, c'est le même principe, on a une grosse ellipse et on essaye, a posteriori, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça me dérange pas, c'est même assez classique, hein, tu l'as dit dans le scénario. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt le côté avant ça, tu vois. Le avant, quand ils sont gamins, tu parlais de Stranger Things, bah justement, on les voit se lier petit à petit d'amitié entre eux dans la série. Et là, moi, il me manquait ça. Mais après, ça fait pas non plus un défaut incroyable. Moi, ça m'a surtout dérangé dans le sens où j'arrivais pas à me plonger du coup dans le récit parce que j'ai besoin d'avoir un certain affect pour quelques personnages au moins, quoi. Alors, moi, du coup, l'affect, il s'est construit au moment où, justement, j'ai vu les adultes discuter, parler autour d'une table de restaurant. Je me suis rendu compte que leurs discussions et les thématiques notamment qui étaient abordées lors de cette discussion-là me rapprochaient des personnages. Ça, d'accord. Ah non, mais là-dessus, je suis d'accord, ouais. Mais voilà, j'aurais aimé comprendre parce que, tu vois, tu sais qu'ils ont vécu un traumatisme là-bas, et pourtant ils y retournent. Parce que ils savent ce qu'ils ont perdu aussi là-bas, et ça, nous, on le sait pas, enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que les enjeux, il faut aussi un peu donner à manger au lecteur, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères dans le premier tome, hein, tu l'as dit, pourquoi ils sont partis dans ce jeu de rôle, comment a été construit le jeu de rôle. C'est vrai que ça c'est le gros mystère de la série. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment ils se sont rencontrés, comment ils en sont venus à jouer un jeu de rôle, pourquoi effectivement tu l'as dit, ils ont choisi tel et tel personnage, parce que c'est vrai que sur les premières pages, quand le maître du jeu leur demande de choisir leur personnage,
bah ça lui paraît évident en fait. Mais nous, pas forcément pour le coup. Carrément. Voilà. Mais c'est vrai que, alors après, c'est vrai que dans le tome 2 et dans le tome 3, c'est un peu plus expliqué. Mais c'est vrai que dans le tome 1, du coup, tu ressors avec pas mal de questionnements. Ouais, et puis les quelques mystères qu'on te met en place, comme pourquoi est-ce qu'il est resté là-bas, ou alors comment est-ce qu'elle a perdu son bras, ben vraiment on te l'explique 10 pages après. Alors que ça m'aurait pas dérangé que ça soit résolu plus tard, tu vois. Mais bon, ça, on va outrepasser ces faits-là. Revenons-en du coup aux thématiques, parce que on en a parlé et il y a de très belles thématiques. La première, qui semble évidente, c'est le jeu de rôle et cette capacité à distinguer réalité et jeu de rôle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils sont plongés dans le jeu de rôle, il y a d'un coup un vrai questionnement qui se met en place de mais ce qu'on est en train de faire là, dans ce monde-là, est-ce que c'est réel? C'est-à-dire, est-ce que si pendant une bataille, je suis en train de trucider quelqu'un, est-ce que vraiment cette personne vit? Est-ce que je suis vraiment en train de détruire son monde juste parce que c'est pas mon monde? Est-ce que ça veut dire que c'est pas un monde vraiment? Et ça, déjà, ça m'a mis dans le truc et je me suis dit, d'accord, là il y a un vrai truc à faire. Encore une fois, pour l'instant, c'est pas assez poussé là où j'en suis, mais ça, pour le coup, ça m'intéressait pas mal. Ouais. Ouais, il y a cette thématique-là, notamment, et puis on l'a vu, du coup, on en a déjà parlé auparavant, mais c'est vrai que l'histoire du bras manquant, quelque chose qui s'est réellement passé dans le jeu de rôle, du coup, et ce que j'ai aimé, du coup, c'est vraiment qu'ils l'apprennent à leurs dépens. Et ça, c'est super intéressant pour le coup. Et puis, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire et dans la construction du jeu de rôle, c'est qu'on essaye de te montrer qu'il y a une vraie fracture entre le jeu de rôle et la réalité, mais pas tant que ça au final. Et du coup, t'es un peu entre deux feux, tu vois, c'est un peu au trouble, quoi. Donc du coup, ouais, c'était super intéressant. Ouais, la grosse question qui se pose dans celui-ci, à un moment, ils vont y être confrontés, c'est-à-dire que pour rentrer chez eux, il faut que chacun soit d'accord pour sortir du jeu. C'est la seule condition. Mais on est dans un jeu de rôle, c'est toi qui as construit tes personnages, tu les as construits comme tu le souhaitais, et bah parfois le personnage il a une meilleure vie que toi en dehors, et certains veulent pas forcément rentrer. Ça, on va y revenir. Juste avant, je voulais te parler, parce que je l'ai fait dans le premier épisode de Néophyte avec Wayne, et j'avais bien aimé le faire. C'était parler un peu philosophie. Je sais pas si ça sera gardé au montage, parce que je sais que ça avait plutôt bien plu aux gens, mais j'aime bien me replonger un peu dans mes cours de philo quand je vois un truc traîner comme ça. Euh, et là, je trouve que ça s'applique pas mal. Je sais pas si tu connais Berkeley. C'est un philosophe qui est pas hyper connu, d'accord, je te l'accorde, mais sa théorie l'est un peu plus. Là, quand on est dans le jeu de rôle, il y a cette fameuse question, comme je te dis, de si je quitte le jeu de rôle, est-ce que ce monde continue de vivre? Parce que eux, c'est ce qu'on a l'impression, en fait, ils sont sortis du jeu de rôle, finalement, ils sont retournés à leur vie en laissant ce monde-là derrière eux. Et ça, Berkeley, il l'illustre d'une manière, il prend la théorie, en fait, comme quoi il y aurait un arbre mort dans un bois, dans une forêt, et il y a personne dans cette forêt. D'accord? Il y a aucun humain, aucun témoin, et cet arbre-là, il meurt. Il s'écroule au sol. Et Berkeley va poser cette simple question, quel bruit fait l'arbre quand il touche le sol? S'il y a personne pour l'écouter, est-ce que vraiment il a fait du bruit? Est-ce que vraiment cet arbre existe quand je suis pas là? Et en gros, c'est cette question-là, alors qui a été beaucoup repris, mais Berkeley, c'est ça. Il dit en fait, le monde n'existe que par mes yeux. Si d'un coup je tourne le visage et que je regarde autre chose, tout ce qui est derrière moi, ça n'existe plus. C'est-à-dire que je suis le centre du monde, hein, c'est clairement ça. Et quand je regarde quelque chose, et ça c'était un truc qui m'avait vraiment mindfuck à l'époque de mes cours de philo, je m'étais dit mais on le saurait jamais en fait. On serait jamais au courant que quand on va couper ce record, ça se trouve un G-Comics il n'existe pas en fait. C'est moi qui le crée dans ma tête, c'est moi qui me suis créé mon monde, et quand je coupe la vidéo, il n'existe plus, tu vois. Et ça, j'ai trouvé que là, ça me replongeait un peu là-dedans, et je sais pas, ça m'a fait sourire, je me suis dit, je vais leur partager ça, que ça m'a un peu replongé dans mes cours de philo. Alors je trouve ça super intéressant, mais du coup je vais pas pouvoir beaucoup rebondir parce qu'en fait j'ai déjà la réponse à cette question, puisque c'est exploité dans le tome 2 et dans le tome 3, et notamment avec un personnage que tu aimes beaucoup, 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 d'un roman, euh, qui est la machine à explorer le temps. D'accord, ok. Parce que là, je vais te spoiler la conclusion de cet épisode. C'était
je n'irai pas sur le tome 2. Et là, qu'est-ce qui ne balance pas? Ah ouais, Eh oui. d'accord. Eh, Ah ouais, merde, d'accord, ok. No spoil, je m'intéresserai peut-être à la suite, surtout que t'as l'air de me dire qu'il y a pas mal des défauts que j'ai trouvés dans celui-là qui sont résolus dans la suite. Pourquoi pas. Parmi les thématiques, il y en a une qui est, j'allais dire très actuelle, mais même pas en fait, hein, qui est juste mise en avant depuis quelques années, qui est celle de la transidentité, puisque le personnage de Ash, donc qui est cet adolescent, personnage principal on peut dire, on prend pas trop de risques si on dit ça, se construit un personnage donc dans le jeu de rôle qui est un personnage féminin. Chose que n'importe qui peut faire dans n'importe quel jeu sans que ça soulève cette question-là, hein, pour le coup. Mais, très rapidement, et ce dès le tome 1, on va comprendre que lui, retourner dans le vrai monde, c'est retourner à une identité qui lui correspond pas, et à un genre qui lui correspond pas. Et ça, mettre ça là-dedans, c'est quand même hyper osé, et c'est fait de manière hyper subtile, et ça, j'ai vraiment adoré pour le coup. ouais. Ouais, il y a des thématiques qui sont vraiment très fortes, hein, comme on l'a dit, je crois au début de la vidéo, mais des thématiques que j'ai jamais vues ou entendues dans d'autres comics, même si dans certains comics de super-héros, notamment, voilà, cette question de transidentité, de genre, commence à arriver petit à petit. On l'a vu dans certaines séries, notamment, il me semble. Mais pour le coup, pour moi, c'était la première fois. Et c'est vrai que tu fais waouh! Ah ouais, quand même! Ah ouais. Non, complètement, c'est une question qui revient beaucoup dans la fiction un peu plus récente. Là, j'ai la dernière saison de La Casa de Papel en tête, et cette question-là est abordée aussi, ce qui est vraiment bien parce que c'est écouté par pas mal de jeunes. Écoutez, putain, je suis devenu québécois. C'est regardé par pas mal de jeunes personnes aussi. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment aimé toute cette question de la sexualité. T'as parlé aussi du membre fantôme concernant le bras de l'un des personnages qui est disparu, et quand elle est dans ce monde-là, elle se rend compte qu'elle l'utilise sans s'en rendre compte, et ça fait vraiment cette histoire de membre fantôme, de traumatisme de la guerre en fait. C'est ça, hein, il y a les questions du traumatisme de guerre, avec un soldat aussi à un moment qui est évoqué avec sa vie sur le champ de bataille, etc. Bref, pas mal de thématiques abordées dans un premier tome qui est vraiment pas très épais, hein, pour le coup. Hein. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a ces thématiques-là. Moi, une thématique que j'ai beaucoup aimée aussi, qui va plus ou moins avec la transidentité, mais tu en as déjà parlé, c'est le fait de apprécier son monde actuel ou le monde qu'on a connu dans le JDR. Mais c'est aussi tout, et en ça, je me suis pas mal retrouvé, c'est les erreurs liées au passé, les erreurs qu'on a pu faire étant jeune, qui est une vraie thématique qui est présente dans le comics pour le coup. Et qu'est-ce qu'on changerait si on avait les moyens de le faire? Est-ce qu'on retournerait en arrière? Et puis il y a un peu ce côté aussi de responsabilité, de responsabilisation, où est-ce que j'étais prêt à devenir un adulte aussi, notamment dans ce premier tome. Mais vraiment beaucoup de thématiques du coup super intéressantes. Ouais. Ouais. Alors qu'il me laisse encore une fois sur ma faim, mais c'est complètement normal, hein. C'est un tome 1, et ça me laisse sur ma faim parce que je me dis, cette question-là, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va en faire, surtout la question de la transidentité, parce que, encore une fois, je trouve qu'elle est vraiment très bien amenée pour le coup. Même si on la découvre plutôt par ses yeux féminins en tant que personnage de jeu de rôle, et très peu en tant qu'adolescent ou jeune adulte, en tout cas dans ce tome 1, encore une fois. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que l'équipe va faire là-dessus, et surtout qu'on a des personnages qui ont l'air un peu moins évolués sur la question, puisqu'on a quand même un gros beauf dans la team. Donc ce genre de question de comment est-ce que ça va être amené, comment est-ce que ils vont pouvoir en parler ensemble avec leur nouvelle vision de jeune adulte, ça va être intéressant, je pense. Ouais, moi j'aimerais beaucoup que la conclusion de la série, justement, revienne un peu sur leur adolescence et leurs problématiques d'adolescents
en fait, que ça se conclut presque parce qu'il aurait dû être le début du comics et justement ce qui te manque. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Maintenant, bah comme toi, hein, je ne sais pas. C'est une série qui est en cours actuellement, donc à voir. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Si, est-ce que t'as des choses à rajouter sur le scénario? Peut-être que je suis passé à côté parce que le but d'inviter quelqu'un qui a aimé le livre et qui l'a lu un peu plus en amont, c'est aussi peut-être que t'as des clés de lecture que j'ai pas eu en ma possession. Donc, dis-moi. Alors, au niveau du scénario, j'ai trouvé que ça s'adressait pas forcément qu'aux passionnés et aux fans de jeux de rôle. Je trouve que de façon générale, on comprend assez bien comment le jeu de rôle fonctionne. Ce que j'aime beaucoup aussi au niveau du scénario, c'est que ça se déconstruit au fur et à mesure. En fin de compte, tu l'as dit, alors des fois ça va un peu vite, on a un peu la solution rapidement, et pour autant il y a d'autres choses qui traînent en longueur et qu'on apprendra que dans le tome 2 ou dans le tome 3. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, ben, c'est tout le bestiaire, les personnages justement du jeu de rôle, qui sont intéressants et qui sortent un peu de tout ce qu'on peut trouver ou tout ce que j'ai pu voir, en tout cas moi en tant que joueur. Ouais, complètement. Est-ce que tu crois pas que, parce que toi t'es un peu plus, du coup tu fais un peu de jeu de rôle, c'est ça? J'en fais plus. Ouais. Est-ce que pour les rôlistes justement, c'est pas un peu frustrant que dans le monde justement du JDR, il y ait même plus ces questions de lancer de dés pour essayer de comprendre la précision, la chance de réussite, la machin. Est-ce que tu crois pas qu'il va y avoir un côté frustrant et que finalement c'est déjà juste un prétexte pour de l'heroic fantasy classique? Ouais, je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai que t'as toujours le facteur chance dans un jeu de rôle avec notamment les dés, mais également les statistiques des compétences. Et ça, en fin de compte, c'est vrai que dans le scénario, ça disparaît complètement. Alors, Ouais. t'as des retours dessus de temps en temps, très rapides, mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé voir les personnages dans le jeu lancer les dés et se dire tiens, moi j'ai telle stat, donc il faut que je fasse telle chose. Voilà. C'est vrai que pour le coup, ça manque un petit peu. Surtout que l'auteur, de ce que j'ai compris, est joueur de JDR et fan d'Heroic Fantasy, donc c'est vraiment quelque chose qu'il aurait pu développer. Mais après, forcément, il prenait le risque de perdre les personnes qui sont totalement, qui connaissent pas du tout ce sujet-là, quoi. En fait, ce qui aurait pu être hyper intéressant, notamment, mais ça aurait demandé, je suppose, beaucoup de travail supplémentaire, c'est de faire, tu sais, comme pour les petits romans à l'époque qui existaient avec où le lecteur lançait le dé à côté. Ah oui, le récit dont vous êtes le héros, etc. Exactement. Et j'aurais trouvé ça hyper intéressant de faire ça dans un comics pour le coup. Ça aurait pu être un concept hyper agréable et hyper sympa. Ah ouais, bah alors là, pour le coup, ça aurait été, ça aurait été autre chose. Là, on déviait totalement, mais pourquoi pas, l'idée est là, hein. Je pense que t'aurais eu un bon pavé comme ça. Appelez-moi Panini. Concernant l'Heroic Fantasy, parce que du coup, tu l'as dit dans l'intro, je suis pas le plus grand fan de ce genre-là. J'aime beaucoup les grosses œuvres de ce genre-là, Le Seigneur des Anneaux, etc. Enfin, je dis etc., c'est que Le Seigneur des Anneaux, en fait, hein. C'est-à-dire que Heroic Fantasy, dans ma tête, ça s'arrête à peu près à ça, en termes de connaissances. Je connais très peu l'Heroic Fantasy. J'ai joué à quelques MMO, moi aussi, un peu plus jeune, quand on avait le temps d'y passer des journées. Mais, j'ai pas kiffé cet aspect-là. J'avoue que je me suis dit, alors, je pensais pas que ça allait être un frein, honnêtement. Ça me dérange pas de me plonger dans des univers avec lesquels je suis pas forcément familier. Mais le côté Heroic Fantasy, j'aurais aimé soit en apprendre plus dessus, avec des trucs qui sont vraiment très tricky, ou tu vois, encore une fois, des clés que j'aurais pas eu, et vraiment en apprendre un peu plus sur cet univers-là. Ou soit, enfin, je sais pas, il manquait quelque chose. Pour moi, on était vraiment en surface sur ce côté Heroic Fantasy. On avait ce qu'on s'attendait à avoir, tu vois. T'as le dragon, t'as les personnages en armure, enfin, je veux dire, tu vois, t'es vraiment sur la surface de l'Heroic Fantasy. Je pense qu'il y a plus à développer, quoi. Bah, justement, c'est un peu plus développé dans le tome 2 et dans le tome 3. Après, là où je pense que toi, ça te dérange, mais je le dis parce que je te connais aussi, c'est que tu en avais parlé notamment une fois dans une émission, mais la science-fiction, ça s'explique par des choses plus ou moins logiques et après, l'auteur dévie.
Là où l'Heroic Fantasy, grosso modo, à n'importe quel moment, l'auteur peut dire bah ta gueule c'est magique en fait. Il y a ça. T'as complètement raison. C'est vrai que j'ai besoin, je crois, hein, si j'analyse un peu, j'ai besoin que dans les récits que je lis, euh, il y a un moment où je me dis, tiens, c'est pas impossible à 100% que ça arrive. Pas forcément, tu vois, je regarde Harry Potter, j'aime beaucoup Harry Potter, je me doute bien qu'il n'y a pas des magiciens qui foncent dans des murs à la gare pour aller dans leur monde, tu vois. C'est pas ça. Mais je me dis, c'est un peu connecté au monde que moi je connais. Et c'est vrai qu'Heroic Fantasy, c'est je balaye ton monde, j'en crée un autre à la place, et ta gueule, c'est magique comme t'as dit. Ouais. Et pourtant, toi qui lis du Geoff Jones présente Green Lantern, à certains moments dans les histoires de Green Lantern, hein, je parle pas de celle-ci en particulier, bah des fois t'as un peu ce ta gueule c'est magique aussi qui revient. Et pourtant on est plus dans le côté science-fiction du coup. Ouais, mais c'est un ta gueule, c'est magique qui se veut expliquer, tu vois. Le côté, on a un anneau, et il fait tout ce qu'on veut. Euh, tu acceptes ce postulat et après, du coup, tu acceptes tous les autres ta gueule, c'est magique. Je suis d'accord que c'est un peu facile et que je suis un peu, je suis un peu cruel. Putain, j'ai bouffé le mot. Je suis un peu cruel là-dessus. Mais ouais, je sais pas pourquoi. J'avoue que j'ai pas totalement accroché à cet univers. Maintenant, si tu me dis que potentiellement ça se raccroche à du Wells plus tard, peut-être que je vais me laisser tenter. Mais c'est vrai que sans ça, je pense qu'il m'aurait manqué un petit truc. Alors ça se raccroche à du Wells, oui et non, parce que effectivement il apparaît même dans le tome 3 en fin de compte. De là à te dire si ça a une vraie impact ou si c'est encore une fois un clin d'œil, il faudrait que je relise le tome. Honnêtement. Après, c'est vrai que l'univers, en soi, je te rejoins là-dessus, sur le fait que l'Heroic Fantasy pourrait être un frein. Il y a un peu peut-être les couleurs et les dessins qui auraient pu te freiner dans l'immersion, je dirais, de cet univers aussi. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu regardes les dessins, tu fais... Ouf, voilà quand même, faut... Moi, c'est un univers que j'apprécie, donc forcément, je le lis sans trop de mal. Mais quand t'as moins de connaissances de l'univers et que tu vois des couleurs hyper rouges, hyper vives, euh, avec des choses parfois, tu fais ah ouais quand même quoi. Ouais. Alors qu'au contraire, c'est pas forcément ce qui m'a dérangé, hein, tu vois. Les dessins, justement, je me suis dit, c'est un monde que je connais pas et on m'y fout des dessins que je connais pas, tu vois. Et du coup, j'ai découvert à la fois ce style graphique et à la fois ce style scénaristique, je pourrais dire. Donc ça me dérangeait pas. J'étais en mode, ça fait partie de la découverte et let's go, tu vois. Ok. J'en parlais un peu plus tôt, mais finalement, moi, ma conclusion que ça a été, c'est euh, les quelques défauts que j'ai pu trouver. Je pense que pour les gens qui aiment l'Heroic Fantasy, c'est effacé par ces clins d'œil, par ce côté fan service où tu te dis, allez, j'accepte ça parce que vraiment, je suis en train de kiffer ce monde qui se déroule devant mes yeux, tu vois. Et moi, qui ai pas adoré l'univers, bah du coup, les défauts ressortaient un peu plus gros, quoi. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi le choix de. Enfin, moi, c'est aussi ce choix-là, c'est de continuer par rapport aux thématiques abordées. Et j'ai vraiment envie de voir jusqu'où Kieran Gillen va assumer les thématiques qu'il a lancées et jusqu'où il va aller avec ces thématiques-là aussi. Enfin, je trouve que, encore une fois, hein, je leur dis, mais c'est vraiment des thématiques qu'on ne retrouve pas partout. Et j'ai envie qu'il aille en profondeur sur les différentes thématiques dont on a parlé tout à l'heure, notamment. Eh ben écoute, je pense que on a fait j'allais dire un bon tour, mais on aurait pu peut-être plus approfondir certains points. Dites-nous ce que vous avez pensé de Die si vous l'avez lu. Peut-être qu'il est plus trop disponible à 10 euros. Ça m'étonnerait. Moi, je crois que je l'ai eu à 10, je me rappelle même plus. Mais je crois que je l'ai pris d'occasion. Donc, laissez faire ce que je dis. On peut le trouver encore en Euh, librairie si on demande à son libraire. Moi, dans celle où je vais acheter mes comics, il y a encore une ou deux versions qui traînent à 10 euros avec la pastille 10 euros. Donc ça se trouve encore, il ok. faut demander s'ils en ont en stock. Mais sinon, oui, normalement, ça va être la version à 20 et quelques. Donc, moi, je dirais, pour 10 euros, foncez. Dans tous les cas, que vous soyez fan d'Heroic Fantasy ou pas. Maintenant, si vous le trouvez vraiment à son prix le plus haut, c'est que mon avis personnel, il faut quand même que vous ayez un certain attrait pour cet univers pour investir cet argent-là. C'est que mon avis personnel et ça n'engage à rien. Je préfère mettre maintenant ces barrières-là, maintenant avec certains commentaires que je peux avoir. Ce n'est que mon avis personnel. D'accord?
Alors après, ça fait mal de se dire, le tome 2, je vais le payer 2 fois plus cher. Ouais, moi c'est vrai qu'à chaque fois qu'un tome sort, je me fais quand même la réflexion de ah ouais, 20 € quand même. Mais voilà, je lis Stéphane Jans sur la couverture et je me rappelle que c'est une dessinatrice illustratrice française et ça me fait plaisir. Voilà. Ouais. Eh ben écoutez, c'est tout pour ce 4e épisode de Néophyte. Dites-moi, qui est-ce que vous voudriez voir dans cette série? Maintenant qu'on a fait le tour de l'équipe fixe, j'ai envie de dire, hein. Encore un plaisir de recevoir les potes sur cette chaîne. C'est pas un feat, c'est juste une discussion entre potes. Et le bonus, c'est que c'est filmé et qu'on vous le diffuse. Mais c'est que du bonus. Cette discussion, on l'aurait eu dans tous les cas. D'ici là, on se retrouve, nous, de toute manière, un G, tous les mois, dans le Café Comics, premier dimanche du mois. Et voilà, tout simplement. Et pour vous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end. Et à bientôt. Salut AG. Mot de la fin? Ah bah écoute, merci beaucoup pour cette invitation qui m'a fait énormément plaisir. J'apprécie être invité et j'apprécie regarder tes vidéos au même titre qu'un spectateur lambda. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air sur la chaîne du Néophyte qui est juste génialissime en fait. Juste abonnez-vous, soutenez-le comme moi je le soutiens. Et merci à tous, prenez soin de vous. C'est vrai qu'il est génial. Allez, ciao.